Elle regardait le sang sur ses mains tremblantes, incapable de distinguer si c'était le sien ou celui de l'homme qui gisait derrière elle. La douleur dans sa poitrine n'était pas physique, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, comme si son âme elle-même se déchirait. Margot avait 28 ans et sa vie venait de s'effondrer en l'espace d'une nuit. Son mari, Thomas, l'homme qu'elle croyait connaître, l'homme avec qui elle avait partagé 7 années de sa vie, n'était pas celui qu'il prétendait être. Les mensonges, les trahisons, les secrets qu'elle venait de découvrir dans son bureau transformaient tout ce qu'elle pensait savoir en cendres. La forêt des Ardennes s'étendait devant elle comme une invitation muette, sombre, mystérieuse, interdite. On racontait des histoires sur cette forêt depuis des générations. Des randonneurs qui n'en revenaient jamais, des cris entendus la nuit, des lumières étranges entre les arbres centenaires. Mais Margot ne croyait pas aux légendes. Elle ne croyait plus en rien, d'ailleurs. La réalité s'était révélée bien plus terrifiante que n'importe quel conte populaire. Elle avança d'un pas, puis d'un autre. Les feuilles mortes craquaient sous ses pieds nus. Elle avait laissé ses chaussures quelque part dans la maison, avec tout le reste de son ancienne vie. Le froid de novembre mordait sa peau à travers sa robe déchirée, mais elle s'en fichait. La douleur physique était presque un soulagement comparé à l'agonie émotionnelle qui la consumait de l'intérieur. Les arbres se refermaient autour d'elle comme les barreaux d'une prison végétale. Mais Margot ne cherchait pas à s'échapper. Elle cherchait à disparaître, elle cherchait l'oubli. Ceux qu'elle allait trouver à la place changeraient non seulement sa vie, mais la réalité telle que l'humanité la connaissait depuis toujours. 3 heures plus tôt, Margot rentrait chez elle après sa garde de nuit à l'hôpital Saint-Michel. Elle était infirmière en soins intensifs, habituée à voir la mort, la souffrance, les derniers moments des gens, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle découvrirait dans sa propre maison. Thomas devait être au travail, comme toujours. Il dirigeait une petite entreprise d'import-export. Du moins, c'est ce qu'il lui avait toujours dit. Leurs horaires décalés les empêchaient de se voir beaucoup, mais Margot avait accepté ce sacrifice pour leur avenir, pour la famille qu'il prévoyait de fonder. La porte d'entrée était entr'ouverte. Pas beaucoup, juste assez pour qu'un courant d'air froid traverse le couloir. Margot sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Thomas était maniaque concernant la sécurité. Il vérifiait toujours 3 fois que tout était verrouillé. Elle poussa doucement la porte, son cœur commençant à battre plus vite. Thomas, sa voix résonnait dans le silence inhabituel de la maison. Pas de réponse, juste le tic-tac de l'horloge du salon et le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Elle monta les escaliers, chaque marche craquant sous son poids comme un avertissement. La porte du bureau de Thomas, normalement fermée à clé, était ouverte. La pièce était sans dessus-dessous, des papiers éparpillés partout, des tiroirs ouverts, l'ordinateur encore allumé. Margot s'approcha lentement, son instinct lui criant de partir, de ne pas regarder, de préserver l'illusion de sa vie parfaite. Mais la curiosité, ou peut-être le destin, la poussa en avant. Sur l'écran de l'ordinateur, une série de photos défilaient, des photos qu'elle n'aurait jamais dû voir. Laissez-moi un commentaire en me disant de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je suis toujours curieux de savoir d'où viennent mes spectateurs. Le sang se glaça dans les veines de Margot quand elle reconnut les visages sur les photos. Des femmes, des dizaines de femmes, certaines souriantes, d'autres terrifiées, toutes disparues. Elle le savait parce qu'elle avait vu leurs visages aux informations, sur des affiches « Personnes disparues » dans toute la région. La première était Céline Dubois, disparue il y a 5 ans, puis Sophie Martin, Émilie Rousseau, Claire Bernard. La liste continuait, photo après photo, année après année, 7 ans de mensonges, 7 ans de vie avec un monstre. Margot se tourna brusquement en entendant un bruit derrière elle. Thomas se tenait dans l'embrasure de la porte, les vêtements sales, le regard vide. Mais ce n'était pas le Thomas qu'elle connaissait. C'était comme si un masque était tombé, révélant quelque chose de fondamentalement différent en dessous, quelque chose d'ancien et de terrifiant. « Tu n'aurais pas dû regarder », dit-il d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas. « Maintenant, tout est compromis. Des années de travail, de préparation. Tu as tout gâché. » Ce qui suivit fut un chaos de violence et de confusion. Thomas l'attaqua, mais pas comme un homme normal. Sa force était surhumaine, ses mouvements trop rapides, trop précis. Margot se défendit avec le désespoir d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Dans la lutte, elle attrapa un coupe-papier en bronze sur le bureau et frappa, encore et encore, jusqu'à ce que Thomas s'effondre. Du sang, partout, sur les murs, sur le tapis perçant que sa belle-mère leur avait offert, sur ses mains tremblantes. Mais ce n'était pas du sang normal, il était trop foncé, presque noir, et il émettait une étrange lueur phosphorescente. Margot recula, horrifiée. Le corps de Thomas commençait à changer, sa peau devenant translucide, révélant quelque chose en dessous, quelque chose qui n'était définitivement pas humain. C'est à ce moment-là qu'elle comprit que sa réalité venait de basculer dans quelque chose de bien plus vaste et terrifiant que de simples crimes humains. Elle courut, sans réfléchir,
sans plan, juste courir, loin de la maison, loin de la chose qui avait été son mari, loin de la vie qu'elle pensait connaître. Ses pieds la portèrent vers le seul endroit qui semblait approprié pour quelqu'un qui venait de voir s'effondrer les fondements de sa réalité, la forêt interdite. Si le monde normal n'existait plus, pourquoi ne pas plonger dans l'anormal? Au moins là, elle ne serait pas surprise par l'horreur, elle s'y attendrait. Les arbres devenaient plus denses à mesure qu'elle progressait. La lumière du jour peinait à percer le canopée épaisse au-dessus d'elle. Margot avait parcouru peut-être 3 kilomètres quand elle réalisa qu'elle ne reconnaissait plus rien autour d'elle. La forêt des Ardennes était vaste, certes, mais elle connaissait les sentiers principaux. Ici, il n'y avait pas de sentier, juste des arbres tordus, des racines qui serpentaient sur le sol comme des veines, et un silence oppressant qui semblait absorber tous les sons naturels. Elle s'arrêta près d'un chêne immense, son tronc si large qu'il aurait fallu 5 personnes pour en faire le tour. L'écorce était couverte de symboles étranges, gravés profondément dans le bois. Pas des graffitis modernes, mais quelque chose d'ancien, de délibéré. Margot tendit la main pour toucher l'un des symboles et ressentit immédiatement une décharge électrique remonter le long de son bras. Elle retira sa main brusquement, mais il était trop tard. Les symboles commençaient à briller d'une lumière bleue pulsante. Le sol sous ses pieds se mit à trembler légèrement. Pas un tremblement de terre, quelque chose de plus localisé, de plus intentionnel. Une fissure apparut au pied de l'arbre, s'élargissant lentement pour révéler des marches de pierre descendant dans l'obscurité. L'air qui s'en échappait était froid et portait une odeur de terre humide et d'encens ancien. Margot savait qu'elle devrait s'enfuir. Chaque cellule de son corps lui criait de partir en courant. Mais où irait-elle? Retourner vers une maison où gisait le cadavre de son mari non humain, vers une vie qui n'existait plus? Elle descendit la première marche, puis la deuxième. Les symboles sur l'arbre brillaient plus intensément maintenant, projetant juste assez de lumière pour éclairer son chemin. Les marches étaient usées par le temps, polies par des milliers, peut-être des millions de pas avant elle. Combien de personnes avaient emprunté ce chemin? Et surtout, combien en étaient revenus? Après 23 marches, elle atteignit le fond. Un tunnel s'étendait devant elle, ses parois couvertes des mêmes symboles luminescents que sur l'arbre. Margot avança lentement, ses sens en alerte maximale. Le tunnel tournait doucement vers la gauche, descendant toujours plus profondément sous la forêt. L'air devenait plus chaud, presque tropical, complètement incongru avec la température de novembre en surface. Des racines pendèrent du plafond, mais elles bougeaient légèrement, comme si elles respiraient. Elle se força à ne pas y penser, à continuer à avancer. Après ce qui lui sembla une éternité, mais ne dura probablement que 15 minutes, le tunnel s'ouvrit sur une caverne immense. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. La caverne était illuminée par des milliers de cristaux incrustés dans les parois, projetant une lumière douce et multicolore. Mais ce n'étaient pas les cristaux qui captèrent son attention. Au centre de la caverne se trouvait une structure, une sorte de temple ou de monument, fait d'une pierre noire qui semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir. Et tout autour de cette structure, gravée dans le sol de la caverne, s'étendaient des cercles concentriques de symboles, les mêmes que ceux qu'elle avait vus sur l'arbre et dans le tunnel. Elle s'approcha lentement de la structure. Plus elle se rapprochait, plus elle sentait une présence, comme si quelque chose d'immense et d'ancien observait chacun de ses mouvements. Sur le côté de la structure, une porte, ou plutôt une ouverture car il n'y avait pas de porte physique, juste un rectangle d'obscurité totale. Margot tendit la main vers cette obscurité, hésitante. Le moment où ses doigts touchèrent la surface invisible, sa vision explosa en un kaléidoscope d'images et de sensations. Elle vit la Terre depuis l'espace, mais pas la Terre qu'elle connaissait. Une Terre différente, plus ancienne, avec des continents dans des configurations qu'elle ne reconnaissait pas. Elle vit des êtres, ni vraiment humains, ni vraiment aliens, construisant des structures massives à travers le globe. Elle vit des guerres, des cataclysmes, des civilisations entières s'effondrant et renaissant. Et puis elle vit quelque chose qui la terrifia plus que tout le reste. Elle se vit elle-même, mais pas maintenant. Dans d'autres vies, d'autres époques, portant d'autres noms mais toujours la même essence. Et dans chacune de ces vies, elle trouvait son chemin vers cet endroit, vers cette vérité interdite. C'était un cycle, répété encore et encore à travers les millénaires. La vision se dissipa brusquement, la laissant haletante et désorientée. Elle tomba à genoux, essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. Était-ce réel? Une hallucination? Une manipulation de son esprit traumatisé? Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était vrai. Chaque cellule de son corps reconnaissait ces images comme des souvenirs enfouis, pas comme des fantasmes. Elle avait vécu tout cela avant, encore, et chaque fois elle avait échoué à accomplir quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel pour l'avenir de l'humanité. Une voix résonna dans la caverne, semblant venir de partout et de nulle part à la fois. « Bienvenue, Margot. Ou devrais-je t'appeler par ton vrai nom, celui que tu portais il y a 12 000 ans quand tout a commencé ?» La voix était féminine, ancienne, portant le poids de millénaires de sagesse et de tristesse. Margot se releva maladroitement,
scrutant l'obscurité pour trouver la source de la voix. « Qui es-tu? Qu'est-ce que cet endroit ?»« Je suis la gardienne, répondit la voix. Ou plutôt, j'étais autrefois comme toi, humaine, mortelle, ignorante de ma vraie nature. Cet endroit est un des derniers vestiges de ce que nous étions avant la grande séparation, avant que l'humanité ne soit divisée entre ceux qui se souviennent et ceux qui oublient. Tu appartiens à la première catégorie, même si tes souvenirs ont été verrouillés pour ta protection. Mais maintenant que tu es ici, maintenant que tu as touché le portail, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu dois choisir, accepter la vérité et tout ce qu'elle implique, ou retourner en surface et perdre ta santé mentale, en essayant de réconcilier ce que tu as vu avec la réalité que tu croyais connaître. Margot sentit ses jambes faiblir. Trop d'informations, trop de révélations en trop peu de temps. Il y a quelques heures, elle n'était qu'une infirmière avec une vie normale, peut-être un peu ennuyeuse mais stable. Maintenant, elle se tenait dans une caverne mystique sous une forêt interdite, parlant à une voix désincarnée qui lui disait qu'elle avait vécu des milliers de vies. « Et Thomas ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Qu'est-ce qu'il était vraiment ?»« Thomas » dit la gardienne avec ce qui ressemblait à du dégoût, appartenait aux oublieux, ceux qui ont choisi de sacrifier leur humanité pour un pouvoir temporaire. Ils servent une cause différente, une cause qui cherche à maintenir l'humanité dans l'ignorance. Les femmes qu'il a tuées n'étaient pas des victimes aléatoires, elles étaient toutes comme toi, des souveneuses potentielles. Il les éliminait avant qu'elles ne puissent s'éveiller à leur vraie nature. Tu étais sa mission finale, son dernier test avant d'accéder au rang supérieur de son organisation. Mais il a échoué. Et dans son échec, il t'a involontairement libéré. Margot porta ses mains à sa bouche, horrifiée. Toutes ces femmes, mortes à cause d'un secret qu'elle ne connaissait même pas elle-même. Et Thomas, l'homme qu'elle avait aimé, qui lui avait fait l'amour, qui lui avait promis des enfants et une vie heureuse, n'avait été qu'un assassin déguisé, l'utilisant comme couverture pendant qu'il éliminait ses cibles. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi nous tuer? Qu'est-ce qui justifie tout ça ?»« La peur », répondit simplement la gardienne. « Les oublieux craignent ce que les souveneuses peuvent faire quand elles s'éveillent pleinement. Ils craignent le changement, la transformation de l'humanité en quelque chose de plus grand. Ils préfèrent garder le contrôle sur une espèce limitée, plutôt que de risquer de perdre leur pouvoir face à une humanité éveillée. Mais leur temps touche à sa fin. Des signes apparaissent partout dans le monde. De plus en plus de souveneuses s'éveillent, malgré leurs efforts. La grande convergence approche, le moment où tout sera révélé. Et tu, Margot, tu as un rôle crucial à jouer dans ce qui vient. La caverne commença à trembler légèrement. Des fissures apparurent dans les parois, et à travers ces fissures, une lumière dorée commença à filtrer. « Ils savent que tu es ici », dit la gardienne avec urgence. « Les oublieux ont détecté ton éveil. Ils envoient des agents pour te capturer ou te tuer. Tu dois partir maintenant, mais pas par où tu es venu. Je vais t'ouvrir un passage vers un endroit sûr, un sanctuaire où d'autres souveneuses se sont réfugiées. Là-bas, tu apprendras tout ce que tu dois savoir. Mais souviens-toi, une fois que tu franchis ce seuil, ta vie d'avant est terminée. Margot l'infirmière, Margot l'épouse, elle n'existe plus. Tu deviendras ce que tu as toujours été destiné à être. » Une nouvelle ouverture apparut dans la structure noire, différente de la première. Celle-ci brillait d'une lumière douce et invitante. Margot regarda en arrière vers le tunnel par lequel elle était arrivée, puis vers cette nouvelle porte. Son ancienne vie l'appelait, avec ses certitudes confortables, même si ces certitudes s'étaient révélées être des mensonges. Mais cette nouvelle porte promettait la vérité, aussi terrible soit-elle. Et au fond d'elle-même, elle savait qu'elle n'avait jamais vraiment eu le choix. Elle était venue dans cette forêt non pas pour fuir, mais pour trouver. Et maintenant qu'elle avait trouvé, il n'y avait qu'un seul chemin possible. Elle avança vers la porte lumineuse, son cœur battant la chamade. Juste avant de la franchir, elle se retourna une dernière fois. « Gardienne !» appela-t-elle. « Est-ce que tout cela en vaut la peine? Toute cette douleur, ces sacrifices, ces vies perdues ?» Le silence s'étira pendant un long moment avant que la voix ne réponde, plus douce cette fois, presque mélancolique. « Demande-moi à nouveau dans 1000 ans, quand tu auras vu ce que l'humanité peut devenir. Alors seulement tu comprendras que certaines vérités valent à n'importe quel prix. » Margot franchit le seuil, et le monde explosa en lumière blanche. Quand sa vision se stabilisa, elle se trouvait dans un endroit complètement différent. Plus de cavernes, plus de forêt. Elle était dans une immense bibliothèque circulaire, ses étagères montant vers un plafond si haut qu'il se perdait dans les ombres. Des livres, des milliers, non, des millions de livres, tous reliés dans des matériaux qu'elle ne reconnaissait pas. Et au centre de cette bibliothèque, un groupe de femmes l'attendait. Elles étaient de tous âges, de toutes origines, mais toutes partageaient la même expression. Un mélange de compassion, de compréhension et de détermination farouche. Une femme s'avança, grande et élancée, ses cheveux gris argentés tressés en une couronne complexe autour de sa tête. Ses yeux étaient d'un bleu si profond qu'ils semblaient contenir des océans entiers. « Margot », dit-elle avec un accent que Margot ne pouvait identifier. « Bienvenue dans le sanctuaire des souveneuses. Je m'appelle Astrid.
et je vais être ton guide dans les jours qui viennent. Tu as beaucoup à apprendre, et malheureusement, nous avons peu de temps. Les oublieux se rapprochent, et la grande convergence est presque là. Mais avant de commencer ton entraînement, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Astrid fit un geste vers les étagères infinies. Chacun de ces livres contient l'histoire d'une vie, d'une souveneuse, qui a marché sur ce chemin avant toi. Certaines ont réussi leur mission, d'autres ont échoué. Toutes ont contribué à amener l'humanité jusqu'à ce point crucial de son évolution. Et quelque part ici, elle pointa vers une section particulière de la bibliothèque. Se trouvent tes propres livres, les histoires de toutes tes vies passées, de toutes les fois où tu es morte sans accomplir ta destinée. Cette fois doit être différente, Margot. Cette fois, tu dois réussir, parce que si nous échouons maintenant, il n'y aura pas de prochaine fois. L'humanité sera piégée dans son ignorance pour toujours. Les autres femmes s'approchèrent, formant un cercle autour de Margot. Elles tendirent toutes leurs mains vers elle, et elle sentit une énergie chaude et accueillante l'envelopper. « Nous sommes sœurs », dirent-elles à l'unisson, leurs voix se mélangeant en une harmonie étrange et belle, liées par le sang, l'esprit et la destinée. Ce que l'une sait, toutes savent. Ce que l'une ressent, toutes ressentent. Tu n'es plus seule, Margot. Tu ne l'as jamais été, même dans tes vies passées où tu croyais l'être. Nous étions toujours là dans les ombres, essayant de te guider, de te protéger. Maintenant, enfin, tu peux nous voir, nous entendre, nous rejoindre dans notre mission sacrée. Margot sentit des larmes couler sur ses joues. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la vérité sur Thomas, elle ne se sentait pas terrifiée ou désespérée. Elle se sentait complète, comme si une partie d'elle-même qui avait toujours manqué venait soudainement de se mettre en place. Ces femmes, ce sanctuaire, cette mission, tout cela résonnait en elle avec une familiarité profonde. Elle savait, même sans comprendre complètement comment, qu'elle était exactement là où elle devait être. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme maintenant, plus déterminée. Astrid sourit, et dans ce sourire, Margot vit à la fois de l'espoir et de la tristesse. D'abord, tu dois te souvenir, vraiment te souvenir, pas juste des flashs ou des impressions, mais tout, toutes tes vies, tous tes échecs, toutes les leçons que tu as apprises. C'est un processus douloureux, Margot. Tu vivras des milliers d'années de souvenirs en quelques heures. Tu ressentiras chaque mort, chaque perte, chaque moment de désespoir, mais tu ressentiras aussi chaque victoire, chaque moment de joie, chaque connexion profonde avec d'autres âmes, et à la fin, tu comprendras qui tu es vraiment et pourquoi tu es si importante pour ce qui vient. Une des autres femmes, plus jeune, peut-être à peine 20 ans, avec des cheveux noirs comme la nuit et des yeux verts brillants, s'avança. « Je m'appelle Keiko », dit-elle avec un accent japonais. « Je suis passée par le processus de souvenir il y a 3 ans. Je ne vais pas te mentir, c'est l'expérience la plus difficile que tu vivras jamais, mais c'est aussi la plus libératrice. Après, tu ne douteras plus jamais de qui tu es ou de ta place dans ce monde. Tu sauras avec une certitude absolue ce que tu dois faire. » Astrid conduisit Margot vers le centre de la bibliothèque, où se trouvait une plateforme circulaire gravée de symboles complexes. « Allonge-toi ici, dit-elle doucement. Nous allons former un cercle autour de toi et canaliser l'énergie nécessaire pour déverrouiller tes souvenirs. Le processus durera environ 6 heures dans le temps linéaire, mais pour toi, cela semblera être des semaines. Peut-être des mois. Quand tu te réveilleras, tu ne seras plus la même personne. Es-tu prête ? Margot regarda les visages bienveillants autour d'elle. Ces femmes qui étaient des étrangères il y a quelques minutes lui semblaient maintenant plus proches que sa propre famille. Elle hocha la tête et s'allongea sur la plateforme. Le métal était froid contre son dos, mais étrangement réconfortant. Les femmes formèrent leur cercle, se tenant par la main, et commencèrent à chanter dans une langue que Margot ne connaissait pas consciemment, mais que son âme semblait reconnaître. La lumière dans la bibliothèque commença à s'intensifier, les symboles sur la plateforme brillant d'une lueur bleue électrique. Margot sentit son corps devenir lourd, ses paupières se fermant malgré sa volonté de rester consciente. Et puis, elle tombait, tombant à travers des couches de temps et d'espace, à travers des vies et des morts, à travers l'histoire secrète de l'humanité que personne ne connaissait. Sa dernière pensée cohérente avant de plonger complètement fut une question simple mais terrifiante. Qui serait-elle quand tout cela serait terminé ? La Margot qu'elle connaissait, survivrait-elle à cette tempête de souvenirs millénaires, ou serait-elle complètement effacée, remplacée par quelque chose d'ancien et d'étranger? La première vie qu'elle vécut était celle d'une prêtresse dans une civilisation qui n'apparaissait dans aucun livre d'histoire. Elle portait le nom d'Atara et vivait dans une cité de cristal au milieu d'un désert qui n'existait plus. C'était il y a 12 000 ans, avant le grand cataclysme qui avait effacé presque toutes les traces de cette civilisation avancée. Atara connaissait des secrets qui auraient fait pleurer les scientifiques modernes de jalousie. Elle pouvait manipuler l'énergie avec son esprit, guérir les malades d'un simple toucher, communiquer avec d'autres êtres,
à travers de vastes distances. Mais elle avait échoué à sa mission, empêcher la guerre qui allait détruire sa civilisation. Elle mourut noyée quand les océans engloutirent sa cité, emportant avec eux des millénaires de savoir. La deuxième vie était celle d'une guerrière viking nommée Sigrid. Elle vivait il y a 1100 ans dans les fjords glacés de ce qui deviendrait la Norvège. Sigrid avait des visions de l'avenir, des fragments de savoir ancien qui survivaient dans son sang. Elle essayait de préserver ce savoir en créant un ordre secret de femmes guerrières, mais elle fut trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance et brûlée comme sorcière. Sa mort fut lente et atroce, et Margot ressentit chaque seconde de son agonie alors que les flammes consumaient son corps. La troisième vie était celle d'une alchimiste arabe au XIIe siècle, Al-Zahra, qui cherchait à redécouvrir les secrets perdus de la transmutation, non pas du plomb en or, mais de l'humain ordinaire en humain éveillé. Elle réussit presque, créant un élixir qui aurait pu déclencher une évolution consciente massive. Mais ses propres étudiants, terrifiés par les implications de sa découverte, empoisonnèrent son vin. Elle mourut dans d'atroces souffrances, son laboratoire brûlé, ses notes détruites, son travail perdu pour des siècles. Vie après vie, Margot les vécut toutes, une guérisseuse amérindienne qui communiquait avec les esprits de la terre, une philosophe grecque dont les enseignements furent censurés par des hommes jaloux de son savoir, une artiste de la Renaissance qui encodait des vérités interdites dans ses peintures, une scientifique victorienne dont les découvertes en physique quantique furent volées et revendiquées par ses collègues masculins. Chaque vie se terminait trop tôt, la mission inachevée, le savoir perdu ou supprimé, mais à travers toutes ces vies, un fil conducteur persistait. Dans chacune, elle trouvait d'autres souveneuses, d'autres femmes qui portaient le même fardeau, la même mission. Parfois, elles réussissaient à se trouver, formant de petits cercles de résistance contre les oublieux. D'autres fois, elles vivaient et mouraient sans jamais se rencontrer, mais toujours conscientes d'une connexion plus profonde, d'une sororité qui transcendait le temps et l'espace. Et dans chaque vie, les oublieux étaient là, travaillant dans l'ombre pour maintenir l'humanité dans l'ignorance, éliminant celles qui menaçaient leur contrôle. Margot vécut 847 vies en 6 heures. Elle mourut de vieillesse, de maladie, de violence, de trahison. Elle connut l'amour dans certaines vies, la solitude dans d'autres. Elle eut des enfants dans quelques-unes, restant stérile dans la plupart car sa mission laissait peu de place pour la famille. Elle fut riche et puissante dans certaines incarnations, pauvre et opprimée dans d'autres. Mais dans toutes, absolument toutes, elle cherchait la même chose, la vérité sur l'origine de l'humanité et le moyen de libérer son espèce de la prison mentale dans laquelle elle avait été enfermée. Quand elle se réveilla enfin sur la plateforme, le soleil filtrait à travers des fenêtres qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Les autres souveneuses étaient assises en cercle autour d'elle, épuisée, mais souriante. Astrid lui tendit la main pour l'aider à se lever. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. Margot resta silencieuse pendant un long moment, essayant de mettre des mots sur l'expérience qu'elle venait de vivre. « Je me sens entière » dit-elle finalement. « Pour la première fois en 12 000 ans, je me sens complète. » Elle regarda ses mains, les mêmes mains qui avaient tenu des armes, des outils, des pinceaux, des instruments scientifiques à travers des centaines de vies. « Je comprends maintenant. » dit-elle doucement. La grande convergence dont tu as parlé, ce n'est pas juste un événement. C'est le moment où toutes les souveneuses à travers le monde vont s'éveiller simultanément. Nous avons atteint un nombre critique. Assez de nous sont incarnés maintenant. Assez de nous sont prêtes. Les oublieux ne peuvent plus nous arrêter toutes. Même s'ils en éliminent certaines, d'autres survivront pour accomplir la mission. Astrid hocha la tête, clairement impressionnée. Tu as toujours été l'une des plus brillantes d'entre nous, Margot. C'est pourquoi les oublieux t'ont assigné un de leurs meilleurs agents. Thomas n'était pas un assassin ordinaire. Il faisait partie de leur conseil interne, un de leurs commandants. Le fait qu'il ait échoué à te tuer est un signe. Leur pouvoir faiblit, leur contrôle se fissure. Et maintenant, avec toi éveillé à ton plein potentiel, nous avons une chance réelle de réussir ce qui a échoué tant de fois auparavant. Keiko s'approcha, portant un plateau avec du thé fumant et des fruits. « Tu dois te restaurer », dit-elle. « Le processus de souvenir épuise le corps même s'il se passe principalement dans l'esprit. Nous avons environ 48 heures avant que les oublieux ne localisent ce sanctuaire. Ils savent que tu es éveillé maintenant. Ton signal énergétique est trop fort pour être caché. Ils vont envoyer tout ce qu'ils ont pour t'éliminer avant que tu ne puisses remplir ton rôle dans la convergence. » Margot prit le thé, sentant la chaleur du liquide se répandre dans son corps fatigué. « Quel est exactement mon rôle ?» demanda-t-elle. « Dans toutes mes vies,
j'ai eu des missions différentes. Préserver le savoir, créer des élixirs, enseigner, guérir. Mais cette fois, qu'est-ce que je suis censé faire? Une autre femme, plus âgée, aux cheveux blancs comme neige et au visage marqué par le temps, se leva. Elle n'avait pas parlé jusqu'à présent, se contentant d'observer. « Je m'appelle Magdalena », dit-elle d'une voix profonde et résonnante. « Je suis la plus ancienne d'entre nous, la seule qui se souvient consciemment de la toute première division, il y a 12 000 ans. Et je peux te dire que ton rôle cette fois est le plus important de toutes tes incarnations. » Magdalena s'approcha lentement, s'appuyant sur un bâton sculpté de symboles anciens. « Tu es ce que nous appelons une clé », dit-elle gravement. « Il n'y en a que 7 dans chaque cycle de convergence et tu es la dernière à s'éveiller. Les 6 autres sont déjà en position à travers le monde. Quand vous 7 synchroniserez vos énergies au moment précis de la convergence, vous activerez les 7 sites primaires restants sur Terre. Ces sites, quand ils seront tous activés simultanément, émettront une fréquence qui éveillera l'ADN dormant dans chaque être humain. L'humanité entière se souviendra de sa vraie nature, de son vrai potentiel. Ce sera la fin de l'ignorance imposée, la fin du contrôle des oublieux. » Margot sentit le poids de cette révélation l'écraser. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui me rend si spécial parmi toutes les souveneuses ?» Magdalena sourit tristement. « Rien ne te rend spécial, mon enfant. C'est précisément le point. Tu es une femme ordinaire, qui a vécu des vies ordinaires. Tu as aimé, souffert, échoué, réussi, tout comme n'importe qui d'autre. C'est cette ordinarité qui fait de toi une clé parfaite. Tu représentes l'humanité, dans toute sa complexité, pas une version idéalisée ou exceptionnelle. Quand tu activeras ton site primaire, ta fréquence résonnera avec des milliards d'êtres humains, parce qu'ils verront en toi non pas une déesse ou une sainte, mais quelqu'un comme eux. Le sanctuaire trembla soudainement, faisant tomber quelques livres des étagères. Les souveneuses échangèrent des regards inquiets. « Ils sont plus proches que prévu », dit Astrid avec urgence. « Margot, nous devons commencer ton entraînement immédiatement. Tu dois apprendre à canaliser et contrôler ton énergie éveillée avant qu'il n'arrive. Et tu dois apprendre à te défendre. Les oublieux n'enverront pas des humains ordinaires. Ils enverront leurs meilleurs agents, des êtres comme Thomas, des hybrides qui ont sacrifié leur humanité pour des pouvoirs que nous considérons comme corrompus et contre nature. » Pendant les 36 heures suivantes, Margot s'entraîna sans relâche. Elle apprit à sentir les flux d'énergie qui traversaient toutes choses, à les manipuler avec sa volonté. Elle apprit des techniques de combat qui existaient des millénaires, avant que les arts martiaux modernes ne soient inventés. Elle apprit à bouclier son esprit contre les intrusions psychiques et à projeter sa conscience au-delà de son corps physique. Chaque heure qui passait, elle devenait plus forte, plus confiante, plus connectée à son vrai pouvoir. Mais elle apprit aussi sur l'ennemi. Les oublieux n'étaient pas simplement des méchants caricaturaux. Ils croyaient sincèrement que l'humanité n'était pas prête pour la vérité, que l'éveil provoquerait le chaos et la destruction. Ils se voyaient comme des gardiens, protégeant l'espèce d'elle-même. Leur erreur, expliqua Astrid, était de ne pas comprendre que le vrai danger ne venait pas de la connaissance, mais de l'ignorance. Une humanité éveillée aurait les outils pour résoudre ces problèmes, pour transcender ses limitations. Une humanité maintenue dans l'ignorance était condamnée à répéter les mêmes erreurs encore et encore, jusqu'à l'extinction finale. Le sanctuaire trembla à nouveau, plus violemment cette fois. Des fissures apparurent dans les murs, et à travers ces fissures, une lumière rouge sinistre commença à filtrer. « Ils sont là », dit Magdalena calmement. « Le moment est venu. Margot, tu dois partir maintenant. Nous allons les retenir aussi longtemps que possible, mais ton rôle est trop important pour être risqué ici. Tu dois atteindre ton site primaire avant la convergence. Il te reste 72 heures. » Elle tendit à Margot un collier avec un pendentif en cristal noir. « Ceci te guidera vers le site. Suis son appel. Et quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas. L'avenir de l'humanité dépend de toi. » Margot regarda les visages des femmes qui l'entouraient. Ses sœurs à travers les âges, ses compagnes de lutte millénaires. « Je ne veux pas vous laisser affronter ça seule, » dit-elle, sa voix se brisant. Astrid prit son visage entre ses mains. « Nous ne sommes jamais seuls, » dit-elle doucement, « et nous ne mourrons jamais vraiment. Si nos corps tombent ici aujourd'hui, nos âmes se réincarneront et continueront le combat. Mais toi, tu dois réussir maintenant. C'est notre seule chance dans ce cycle. Va, Margot, va et accomplis ce pourquoi nous avons toutes lutté pendant 12 000 ans. » Un portail s'ouvrit dans le mur opposé, brillant d'une lumière dorée. Margot courut vers lui, les larmes coulant sur ses joues. Juste avant de franchir le seuil, elle se retourna une dernière fois. Les souveneuses se préparaient pour la bataille, leurs yeux brillants de détermination et d'une joie étrange. Elles savaient qu'elles allaient probablement mourir, mais elles savaient aussi que leur sacrifice aurait un sens. Pour la première fois en 12 000 ans, la victoire était possible, et ça valait tous les prix. Margot franchit le portail et se retrouva dans une forêt différente, tropicale cette fois, quelque part en Amérique du Sud, si elle devait deviner. Le cristal autour de son cou vibrait doucement, pulsant dans une direction particulière. Elle commença à marcher,
utilisant ses nouveaux sens éveillés pour naviguer à travers la jungle dense. Derrière elle, elle pouvait sentir l'écho de la bataille qui faisait rage dans le sanctuaire. Elle sentit quand Keiko tomba, son énergie vitale s'éteignant brusquement, puis une autre et une autre. Mais elle sentit aussi les oublieux tomber, leurs énergies corrompues se dissolvant dans le néant. Après 3 heures de marche intensive, elle atteignit une clairière. Au centre se dressait une pyramide couverte de végétation, invisible depuis le ciel, perdue dans la jungle depuis des millénaires. Le site primaire, son site. Le cristal autour de son cou brillait maintenant intensément, résonnant avec l'énergie de la structure ancienne. Margot s'approcha, sentant le pouvoir qui émanait de la pyramide. C'était écrasant, presque trop pour son corps mortel, mais elle devait tenir. Encore 60 heures jusqu'à la convergence. Elle entra dans la pyramide à travers une ouverture à peine visible. L'intérieur était étonnamment bien préservé, les murs couverts de fresques représentant l'histoire secrète de l'humanité. Elle vit la civilisation ancienne d'avant le cataclysme, avancée et prospère. Elle vit la décision fatidique qui avait mené à la grande séparation, quand une faction avait choisi de limiter l'humanité pour son propre bien. Elle vit les guerres qui avaient suivi, les souveneuses luttant génération après génération pour préserver la vérité. Et elle vit l'avenir possible, un futur où l'humanité éveillée atteignait les étoiles, non pas avec des vaisseaux spatiaux, mais avec le pouvoir de la conscience elle-même. Au centre de la pyramide se trouvait une plateforme circulaire similaire à celle du sanctuaire, mais beaucoup plus grande et plus complexe. C'était ici qu'elle devrait se tenir au moment exact de la convergence, synchronisant son énergie avec les 6 autres clés à travers le monde. Un seul échec, une seule clé manquante, et tout s'effondrerait. L'humanité aurait 12 000 ans de plus à attendre avant la prochaine opportunité. Margot s'assit en position de méditation sur la plateforme, fermant les yeux et commençant à se connecter avec l'énergie du site. C'est alors qu'elle le sentit, une présence familière et terrifiante approchant rapidement. Non, c'était impossible. Il était mort. Elle l'avait tué de ses propres mains. Mais l'énergie était indéniable. Thomas, ou la chose qui avait été Thomas, était vivant, et il venait droit vers elle. Comment avait-il survécu? Comment l'avait-il trouvé? Et plus important, que ferait-elle quand il arriverait? Parce qu'une chose était certaine. Cette fois, l'un d'eux devrait mourir définitivement pour que l'autre puisse accomplir sa mission. La bataille finale entre les souveneuses et les oublieux ne se déroulerait pas sur un champ de bataille cosmique, mais ici, dans cette pyramide perdue, entre une femme qui avait vécu 847 vies et l'homme qu'elle avait aimé dans celle-ci, sans savoir qu'il était son ennemi mortel depuis toujours. Les pas résonnaient maintenant dans le couloir menant à la chambre centrale. Margot ouvrit les yeux et se leva, se préparant pour l'affrontement inévitable. Elle avait 60 heures à tenir. 60 heures avant que tout ne change. Mais d'abord, elle devait survivre aux prochaines minutes. Et alors que la silhouette de Thomas apparaissait dans l'entrée, ses yeux brillants d'une lumière non humaine, Margot sourit, parce que contrairement à toutes ses vies précédentes, cette fois elle n'était pas seule, pas sans formation, et surtout pas sans espoir. Cette fois serait différente. Cette fois, elle gagnerait, ou elle mourrait en essayant, sachant que sa mort ne serait pas vaine, que d'autres souveneuses prendraient en sa place, que la vérité finirait par triompher. C'était inévitable. Le seul choix qui restait était de savoir combien de personnes souffriraient avant que ce moment n'arrive. « Bonjour Margot », dit Thomas de cette voix qu'elle ne reconnaissait plus. « Où devrais-je t'appeler Atara? C'est ton nom originel, n'est-ce pas? Celui que tu portais quand tout a commencé ?» Il s'avança lentement dans la pièce, et Margot put voir qu'il n'était plus vraiment lui-même. Son corps était déformé, partiellement transformé en quelque chose d'alien. La blessure qu'elle lui avait infligée était toujours visible, une cicatrice noire et suppurante sur son torse. Mais il avait survécu en se transformant plus profondément, en abandonnant les derniers vestiges de son humanité. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Margot, gagnant du temps pour évaluer la situation. Thomas rit, un son métallique et déplaisant. « Tu penses vraiment que les oublieux n'ont pas surveillé tous les sites primaires? Nous savions que l'une de vous 7 viendrait ici finalement. Je me suis porté volontaire pour garder celui-ci spécifiquement en espérant que ce serait toi. Parce que tu vois, Margot, malgré tout, malgré ma mission, malgré ce que je suis devenu, une partie de moi t'aimait vraiment. Et cette partie veut te donner une dernière chance. » Il tendit la main vers elle. « Rejoins-nous. Renonce à cette folie de convergence. L'humanité n'est pas prête, Margot. Tu l'as vu dans tes vies passées. Chaque fois qu'ils ont eu accès à de grands pouvoirs, ils les ont utilisés pour se détruire mutuellement. Les guerres nucléaires, les pandémies créées en laboratoire, la destruction de l'environnement, tout ça vient de leur connaissance limitée. Imagine ce qu'ils feraient avec une connaissance illimitée. Ils s'anéantiraient en quelques années. Nous les protégeons d'eux-mêmes. Pourquoi ne peux-tu pas le comprendre? Margot secoua la tête tristement. Parce que tu te trompes, Thomas. Oui, l'humanité fait des erreurs. Oui, ils ont la capacité de se détruire. Mais ils ont aussi la capacité d'évoluer, de grandir, de transcender leurs limitations. En les gardant ignorants, vous ne les protégez pas,
vous les condamnez à la stagnation. Une espèce qui ne peut pas évoluer est une espèce qui finira par s'éteindre. La convergence leur donne une chance, peut-être leur seule chance, de devenir quelque chose de plus grand. Thomas laissa tomber sa main, son expression se durcissant. « Alors tu choisis la mort, parce que je ne peux pas te laisser activer ce site. Les autres clés sont déjà surveillées, leur site primaire sécurisé. Mais si l'un d'entre vous manque à l'appel, la convergence échouera, et tu seras celle qui manquera. Margot, je m'en assurerai personnellement. » Il se transforma complètement alors. Son corps humanoïde cédant la place à quelque chose de monstrueux, tout en tentacules et en angles impossibles, une chose qui ne devrait pas exister dans la réalité tridimensionnelle normale. Margot canalisa son énergie, sentant le pouvoir de 847 villes à remplir. Elle brillait maintenant d'une lumière dorée, ses cheveux flottant autour d'elle, comme si elle était sous l'eau. « Alors viens, dit-elle calmement. Voyons qui de nous deux a raison. » La bataille qui s'ensuivit n'était pas physique au sens traditionnel. C'était un affrontement de volonté, d'énergie, de réalité concurrente. Thomas essayait de briser son esprit, de la convaincre que la convergence était une erreur. Margot ripostait en lui montrant toutes les vies qu'elle avait vécues, tous les moments de beauté et de potentiel que l'humanité avait démontrés malgré son ignorance. S'ils pouvaient faire tant avec si peu, imagine ce qu'ils accompliraient avec tout. Le combat dura des heures, aucun des deux ne prenant vraiment l'avantage. Ils étaient trop également assortis, trop déterminés. Le soleil se coucha et se leva à nouveau, et ils combattaient toujours. Margot sentait son énergie diminuer. Elle n'avait pas mangé, pas bu, pas dormi depuis qu'elle était arrivée au site. Son corps mortel avait des limites que Thomas, dans sa forme transformée, n'avait plus. Elle commençait à faiblir. Encore 30 heures jusqu'à la convergence. Pourrait-elle tenir jusque-là? C'est alors qu'elle sentit quelque chose. Une présence nouvelle entrant dans la pyramide. Non. Plusieurs présences. Les autres souveneuses du sanctuaire? Non. Leurs énergies étaient différentes. Plus jeunes, moins formées, mais déterminées. Des voix résonnèrent dans le couloir, criant son nom. « Margot, nous venons vous aider. » Elle reconnut la voix. C'était une de ses patientes de l'hôpital. Une jeune femme nommée Sophie, qui était venue aux urgences avec des migraines étranges et des visions. Margot lui avait conseillé de consulter un neurologue, ne réalisant pas à l'époque que Sophie était une souveneuse en éveil précoce. Sophie entra dans la chambre avec une douzaine d'autres femmes, toutes jeunes, toutes récemment éveillées. « Astrid nous a contactés télépathiquement avant de mourir », expliqua Sophie rapidement. « Elle nous a dit où vous étiez et ce que vous deviez faire. Nous ne sommes pas entraînés. Nous ne savons pas grand-chose, mais nous sommes là. Utilisez notre énergie, canalisez-la. Ensemble, nous pouvons le vaincre. » Thomas hurla de rage en voyant les renforts arriver. « Non, c'est entre elle et moi. Vous n'avez pas le droit d'interférer. » Mais il était trop tard. Les jeunes souveneuses formèrent un cercle autour de Margot, se tenant par la main, et commencèrent à canaliser leur énergie vers elle. Margot sentit un regain de pouvoir la traverser. C'était brut, non raffiné, mais c'était là. La force combinée de 13 souveneuses, même inexpérimentées, était formidable. Elle rassembla toute cette énergie en un seul point focal et la projeta vers Thomas. La vague de lumière pure le frappa de plein fouet, le faisant reculer. « C'est ça que tu ne comprends pas, » dit Margot, sa voix résonnant avec la puissance de toutes les femmes présentes. « Nous ne sommes jamais seuls, c'est notre force. Vous, les oublieux, vous agissez seuls, isolés dans votre certitude d'avoir raison. Mais nous sommes connectés, liés par quelque chose de plus fort que votre peur du changement. Nous sommes liés par l'espoir. » Thomas vacilla, dévoré par la lumière dorée qui jaillissait du cercle des souveneuses, sa forme monstrueuse se tordant comme si chaque fragment de son être était arraché d'un mensonge ancien. Margot sentit une dernière vague de résistance, une lame glacée essayait de s'enfoncer dans son esprit, lui murmurant que tout cela n'était qu'illusion, que l'humanité ne méritait pas d'être sauvée. Elle la repoussa d'un simple mot intérieur, un nom calme, porté par 847 vies de douleur et de persévérance. La lumière se concentra en un point brûlant au centre de la poitrine de Thomas, puis explosa en silence. Il n'y eut ni cri, ni sang, ni corps. Il y eut simplement l'absence. Et dans cette absence, un léger parfum de pluie, comme si quelque chose, au-delà même des oublieux et des souveneuses, avait accepté ce verdict. Le silence retomba dans la pyramide, dense, irréel. Les jeunes femmes, autour de Margot, tremblaient, mais aucune ne lâcha la main de l'autre. Certaines pleuraient, sans savoir si c'était de peur, de soulagement ou à cause d'un chagrin ancien qui ne leur appartenait pas vraiment. Margot, elle, resta immobile quelques secondes de plus, écoutant, pas avec ses oreilles, mais avec ce nouveau sens né dans la bibliothèque circulaire et affûté dans le sanctuaire. Elle chercha la présence des oublieux dans les alentours,
prêtes à un second assaut, à une autre vague d'horreur. Il n'y avait rien, pas parce qu'ils avaient disparu, mais parce qu'ils observaient à distance, incertains pour la première fois depuis des millénaires. Elle tourna la tête vers Sophie. « Vous avez tenu mieux que beaucoup de souveneuses entraînées, dit-elle doucement. Si vous êtes capable de ça sans formation, imagine ce que vous deviendrez quand vous saurez vraiment qui vous êtes. » Sophie esquissa un sourire fatigué. « On n'avait pas vraiment le choix, répondit-elle. Quand Astrid a parlé dans nos têtes, quand elle a montré ce qui allait arriver, ne rien faire aurait été pire que mourir. Le temps, l'idée la frappa comme une gifle. Margot leva brutalement les yeux vers l'ouverture de pierre, d'où filtrait un rayon de soleil incliné. Elle n'avait plus besoin de montre pour savoir. Les heures glissaient contre sa peau comme un courant invisible. La convergence approchait, inexorable. Elle sentit les autres clés, éparpillées à la surface du globe, chacune au cœur de son propre site primaire. Une silhouette solitaire dans une ruine engloutie au large de la Méditerranée. Une autre, debout dans une ville enfouie sous la glace polaire. Une troisième, au centre d'un désert où le sable recouvrait des structures dont aucun satellite n'avait jamais soupçonné l'existence. Chacune d'elles était une note, dans une symphonie prête à éclater. « Il reste 21 heures, murmura Margot, pas plus. » Les jeunes souveneuses échangèrent un regard inquiet. « Et maintenant ?» demanda l'une d'elles, une petite blonde au visage couvert de taches de rousseur. « On reste? On part? On se cache ?» Margot monta sur la plateforme circulaire au centre de la salle, là où les symboles convergeaient, comme les branches d'une même étoile. « Maintenant, on tient, » répondit-elle, jusqu'au dernier battement. « Vous n'êtes pas venus ici pour vous cacher, vous êtes venus pour être témoins. » Elle ferma les yeux, puis s'adressa à elle sans bouger les lèvres. « Asseyez-vous en cercle autour de la plateforme, pas pour combattre cette fois, pour ancrer. Ce qui va passer par nous va être trop grand pour un seul corps, même pour cette clé. Si vous ne nous aidez pas à le canaliser, la convergence pourrait brûler ce monde au lieu de l'éveiller. » Elles obéirent, sans discuter. Ce qui, quelques jours plus tôt, aurait semblé délirant, était devenu une évidence. Elles n'étaient plus des spectatrices de leur propre vie. Elles étaient devenues une partie d'une histoire qui courait bien au-delà des frontières de la mort. Quand elles furent en place, Margot laissa son esprit se déployer, d'abord dans la pyramide, caressant les murs anciens, lisant les fresques non plus avec ses yeux, mais avec sa mémoire retrouvée. Elle se vit à Tara, posant les premières pierres de ce site avec d'autres souveneuses d'un autre âge, concevant la structure non comme un temple de culte, mais comme un instrument, un diapason géant capable de vibrer à la fréquence de l'âme humaine. Elle se vit graver ces symboles, consciente qu'elle reviendrait ici un jour, sous un autre nom, un autre corps, pour terminer ce qu'elle commençait alors. Puis son esprit sortit de la pyramide, traversant la jungle, les nuages, l'atmosphère. La terre apparut sous elle, bleue, fragile, incroyablement belle. Des milliards de points de lumière minuscules, les consciences humaines, pulsaient à sa surface, comme un réseau de lucioles, pris dans une nuit sans lune. Certaines étaient presque éteintes, écrasées par la douleur, la faim, la guerre. D'autres brillaient plus fort, gonflées d'amour, de création, de curiosité. Toutes, pourtant, portaient le même scintillement caché, le même noyau endormi que la convergence devait réveiller. Elle sentit les 6 autres clés tourner la tête vers elle, comme si elles avaient entendu un appel silencieux. L'une d'elles parla dans la langue d'un continent disparu, mais Margot la comprit parfaitement. « Atara, enfin, nous avons failli croire que tu échouerais encore. » Margot sourit, non plus avec sa bouche, mais avec l'ensemble de son être. « J'ai échoué 847 fois. » répondit-elle. « C'est suffisant pour une seule âme. Tu ne crois pas? Cette fois, je n'ai plus rien à perdre. » Elles se synchronisèrent peu à peu, comme 7 cœurs apprenant à battre sur le même rythme. Chacune envoya vers les autres des fragments de ses vies, de ses blessures, de ses victoires. Une aimait les chevaux et était morte, écrasée dans une bataille médiévale. Une autre avait été condamnée pour hérésie pour avoir osé parler de monde au-delà de la terre. Une troisième avait passé toute son existence à prier dans un monastère, sans jamais comprendre pourquoi Dieu lui paraissait si silencieux. Toutes portèrent la même fatigue millénaire, le même désir obstiné de voir ce cycle enfin se terminer. En profondeur, au-dessous de la jungle, la pyramide se mit à vibrer. Les symboles s'illuminèrent, un par un, du sol au plafond. Les jeunes souveneuses autour de Margot sentirent la pierre sous elles devenir presque vivante, comme si elle respirait. Les murs semblèrent à se dilater avec chaque inspiration collective de ces femmes reliées à travers le monde. Un léger vent apparut, venu de nulle part, portant une odeur de sel, de neige, de sable brûlant, tous les climats de la planète entremêlés dans un souffle unique. En même temps, dans les coulisses invisibles de cette réalité, les oublieux se mirent en mouvement. Certains, les plus extrêmes, hurlaient qu'il fallait déclencher leur plan de dernier recours, des catastrophes orchestrées, des coups d'État, des pandémies contrôlées pour détourner l'attention de l'humanité, la garder engluée dans la peur au moment clé. D'autres
silencieux, doutaient pour la première fois. Ils avaient vu la bataille de la pyramide à travers les yeux de Thomas. Ils avaient ressenti son effacement non comme une défaite, mais comme une libération. Ce qu'ils avaient pris pour de la supériorité n'avait peut-être toujours été que de la lâcheté habillée d'arguments nobles. Au centre de leur conseil, une figure se leva, un oublieux ancien dont la mémoire remontait jusqu'à la grande séparation. Il regarda la projection des 7 sites primaires sur une carte holographique qui n'existait dans aucun laboratoire humain. « Nous avons tenu 12 millénaires, dit-il d'une voix lasse. 12 millénaires à répéter le même récit. Ils ne sont pas prêts, ils vont tout détruire. Mais regarde-les, même sans comprendre, ils continuent d'aimer, de créer, de se sacrifier les uns pour les autres. Peut-être que ce que nous craignons n'est pas leur chute, mais notre insignifiance. Une fois qu'ils n'auront plus besoin de nous, personne ne répondit. Le silence du conseil fut plus parlant que 1000 discours. Dans la pyramide, Margot sentit ce flottement, ce doute, comme une fissure lumineuse dans le mur compact de la résistance. Elle n'essaya pas de l'exploiter, elle ne chercha pas à convaincre les oublieux. La convergence ne dépendait plus d'eux, pas plus qu'elle ne dépendait d'elle seule. Elle appartenait à l'ensemble de l'espèce humaine, à sa somme de choix, de regrets, de rêves, et de peur. Les minutes s'égrenèrent jusqu'à ce que vienne le moment exact que les anciennes cités avaient calculé avec une précision obsédante. L'alignement subtil de cycles cosmiques, de champs magnétiques, de positions stellaires. Ce n'était pas un hasard mystique, mais une occasion physique, un interstice dans la trame de la réalité, où une impulsion massive pouvait passer sans déchirer la structure même de ce monde. Quand il arriva, Margot le sut comme on sait que l'orage va éclater avant même d'entendre le tonnerre. Maintenant, souffla-t-elle. Les 6 autres clés répétèrent le mot, chacune dans sa langue, et leurs voix, fusionnant, devinrent un seul son qui n'existait dans aucun alphabet. La terre sembla se figer. Les avions en plein ciel eurent un léger sursaut, comme si l'air s'était épaissi une fraction de seconde. Les écrans des hôpitaux bégayèrent, montrant des courbes impossibles pendant 3 battements de cœur. Les animaux dressèrent les oreilles, inquiets, sans comprendre. Des enfants se réveillèrent en pleurant sans raison. Les prisonniers dans leurs cellules se turent soudain, comme si quelqu'un avait posé une main sur leurs épaules. Les amoureux s'enlacèrent plus fort. Les mourants eurent un éclat de lucidité inattendu. Et puis, cela arriva. Une onde d'une finesse inimaginable parcourut le globe, non pas comme un éclair brutal, mais comme une caresse insistante. Elle traversa la matière sans l'endommager, chercha le noyau dormant dans chaque être humain, ce grain de mémoire enfoui au plus profond de l'ADN, là où ni les oublieux ni les souveneuses n'avaient jamais pu l'atteindre de l'extérieur. Elle le toucha, doucement, puis le laissa décider. Tout ne s'éveilla pas d'un coup. Ceux qui n'étaient pas prêts ne furent pas forcés. Ils ressentirent seulement un malaise, une impression d'étrangeté, comme si le monde avait légèrement changé de couleur sans qu'ils sachent pourquoi. Certains l'oublièrent presque immédiatement, reprenant le cours de leurs habitudes, comme on se rendort après un cauchemar flou. Mais pour des millions d'autres, quelque chose bascula. Une femme, seule dans le métro, sentit soudain la douleur d'un homme assis 3 sièges plus loin et sut sans réfléchir qu'il pensait à se suicider ce soir-là. Un vieillard dans un village isolé vit défiler devant ses yeux des images d'une autre vie où il était marin sur une mer qui n'existait plus. Un adolescent, accroché à son téléphone dans une grande ville, eut une intuition fulgurante sur une formule mathématique qu'aucun professeur ne lui avait encore enseignée. Une mère en deuil sentit, pour la première fois depuis des mois, une chaleur délicate sur sa joue, comme une caresse venue de l'intérieur. Ils ne comprirent pas tout. Personne ne reçut d'un coup l'encyclopédie complète de la vérité cosmique. Ce n'était pas le but. La convergence ne venait pas imposer un dogme, mais ouvrir une porte. Chacun choisit d'entrer ou de rester sur le seuil. Mais le choix, pour la première fois depuis 12 000 ans, existait vraiment. Dans la pyramide, Margot hurla sans son. L'énergie qui la traversait était au-delà de la douleur, au-delà du plaisir, au-delà même de la notion de supportable. Son corps physique, limité, craquait sous la pression. Du sang coula de ses oreilles, de son nez, de ses yeux, mais elle restait là, accrochée au centre du vortex, refusant de lâcher ne serait-ce qu'un fragment de cette vague. Autour d'elle, les jeunes souveneuses gémissaient, mais aucune ne se détacha du cercle. Elles servirent de paratonnerre, prélevant sur leurs propres cellules une part de cette charge titanesque pour que la planète, en surface, ne soit pas détruite par l'accouchement de sa nouvelle conscience. Les autres clés souffraient aussi. L'une d'elles sentit ses os littéralement se fissurer, une autre perdit la vue, ses rétines brûlées par des visions trop intenses. Une troisième cessa de respirer pendant plusieurs minutes, son cœur s'arrêtant puis repartant comme s'il hésitait à rester dans cette dimension. Mais aucune ne rompit la chaîne. Elle savait que si l'une tombait avant la fin, l'ensemble de l'onde se distordrait, pourrait se transformer en cataclysme au lieu d'en éveil. Et puis,
Brusquement, tout se calma. La lumière qui remplissait la pyramide se rétracta lentement, comme un océan se retirant après une marée haute exceptionnelle. Les symboles s'éteignirent un à un, retrouvant leur apparence de gravures inertes sur la pierre. Le vent cessa, le silence revint, mais ce n'était plus le même silence. Il était plein, vibrant, comme si les murs chuchotaient désormais une mélodie trop faible pour être entendue avec des oreilles ordinaires. Margot s'effondra sur la plateforme. Son cœur battait encore, mais chaque souffle était un effort. Pendant un instant, elle crut qu'elle allait mourir là, dans ce temple qu'elle avait construit dans une autre vie, bouclant un cercle parfait. Elle sentit Atara, Sigrid, Alzahara et toutes les autres en elle, prêtes à l'accompagner dans une dernière traversée. L'idée n'avait rien de terrifiant. Elle avait déjà tant vécu. Partir maintenant, après avoir enfin accompli ce qu'elle poursuivait depuis des millénaires, aurait presque eu le goût d'un repos mérité. Mais quelque chose l'en empêcha. Une main se posa sur la sienne, chaude, tremblante. « Ne partez pas », murmura Sophie, la voix rauque. « On vient juste de vous trouver. » Margot ouvrit les yeux. Les jeunes souveneuses étaient toujours là, épuisées, certaines à moitié inconscientes, mais vivantes. Leurs yeux pourtant n'étaient plus les mêmes. Une profondeur nouvelle y brillait, comme si elles regardaient désormais le monde depuis un étage supérieur de la réalité. Elle inspira lentement, sentit son corps accepter cette respiration, puis une autre. « D'accord », dit-elle faiblement. « Encore un peu alors. » À la surface du globe, les oublieux réalisèrent que quelque chose d'irréversible s'était produit. Ils essayèrent, pendant un temps, de contenir les effets. Ils intensifièrent les distractions, les conflits, les mensonges. Ils achetèrent des médias, manipulèrent des élections, alimentèrent des peurs. Mais, partout, des failles se formaient. Des lanceurs d'alerte se levaient dans des endroits où ils n'auraient jamais dû comprendre ce qu'ils voyaient. Des enfants posèrent des questions auxquelles aucune propagande ne savait répondre. Des scientifiques rêvaient la nuit de théories qu'ils n'osaient pas encore écrire, de peur d'être pris pour des fous. L'ignorance ne disparut pas en un jour, ni la violence, ni l'injustice. Le monde ne devint pas soudain un paradis. Mais une chose subtile, fondamentale, avait changé. L'idée que la réalité se limitait à ce que les yeux voyaient et ce que les autorités disaient se fissurait dans des millions d'esprits. Et une fois qu'une fissure existe, aucun mur ne reste intact éternellement. Des semaines plus tard, Margot se tenait au bord de la clairière où la jungle reprenait ses droits autour de la pyramide. Elle était plus mince, ses traits marqués par l'épreuve, mais ses yeux brillaient d'une clarté tranquille. Autour d'elle, les jeunes souveneuses installaient un camp de fortune. Elles avaient choisi pour l'instant de rester ici, de faire de ce site primaire non plus un secret enterré, mais un lieu de passage discret pour celles et ceux qui commençaient à se souvenir sans comprendre pourquoi. Sophie la rejoignit, un carnet à la main. « Il y a des messages qui arrivent de partout, » dit-elle. « Des femmes, des hommes, des enfants même. Ils parlent de rêves, de visions, de sensations étranges. Certains décrivent des symboles qu'ils n'ont jamais vus mais qui ressemblent à ceux de la pyramide. On ne pourra pas répondre à tout le monde. » Margot sourit, regardant le soleil qui se couchait en projetant une lumière rouge sur les pierres anciennes. « On n'est pas censé le faire, » répondit-elle. « On n'est pas là pour bâtir une nouvelle religion ou un nouveau système de contrôle. On est là pour deux choses. Protéger ceux qui s'ouvrent trop vite et raconter ce qui s'est passé. Le reste, l'humanité le fera elle-même, comme elle aurait dû le faire depuis le début. » Sophie feuilleta son carnet. « Et si certains choisissent de rester dans l'ancienne vision du monde, de refuser tout ça, alors on respectera leur choix, » dit Margot. « La liberté sans la possibilité de dire non n'est qu'une autre prison. » Un bruissement léger se fit entendre derrière elle. Quand Margot se retourna, une silhouette translucide se tenait quelques mètres plus loin, baignée d'un halo doux. Pendant une seconde, son cœur faillit s'arrêter. Les traits, malgré la transparence, était familier. Thomas, pas le monstre qu'il était devenu, ni même l'homme qu'elle avait connu ces 7 dernières années. Une version plus jeune, débarrassée de tout masque, les yeux clairs, presque timides. Il semblait surpris d'être là lui-même. « Je ne savais pas s'il m'y autoriserait », dit-il prudemment, comme si chaque mot risquait de le faire disparaître. Apparemment, la réponse est partielle. Sophie recula par réflexe, mais Margot resta immobile. « Tu as choisi ?» demanda-t-elle calmement. Il hocha la tête. « Quand la lumière m'a décomposé, j'ai revu tout. Les femmes, les vies que j'avais prises, les vies que j'avais eues avant de devenir un oublieux. Et j'ai compris que ce que nous appelions protéger l'humanité n'était qu'un prétexte pour éviter de regarder notre propre peur dans les yeux. Je ne mérite pas de revenir, pas vraiment, mais on m'a laissé assister de loin. » Un sourire amer traversa son visage. « Disons que je suis en probation cosmique. » Margot sentit une pointe de tristesse, mais pas de haine. Celle-ci s'était consumée dans le feu de la convergence. « Tu ne peux pas les retenir, tu le sais, » dit-elle. « C'est parti. Même si ça prend des générations,
Même si ça passe par des régressions et des reculs, ils ne reviendront pas complètement en arrière. Thomas regarda la jungle, la pyramide, puis elle. Je sais, c'est pour ça que je suis venu te dire merci. Pas pour m'avoir tué, même si c'était nécessaire, pour avoir tenu jusqu'au bout, pour ne pas avoir cédé quand je t'ai proposé la voie facile. Il hésita, puis ajouta « Et je suis désolé, pas seulement pour cette vie, pour toutes. Tu ne le sais pas encore, mais j'ai croisé ton chemin dans d'autres incarnations, toujours du mauvais côté. J'ai été ton bourreau, ton traître, ton censeur. J'avais peur de ce que tu représentais, la possibilité que tout ce que nous avions construit soit remise en question. Tu avais raison, et j'apprends à l'accepter. Ces contours commencèrent à se dissoudre lentement. Ils ne me laisseront pas rester plus longtemps. Tu ne me reverras sans doute pas. Mais, si tu en as l'occasion, dis aux tiens que tous les oublieux ne choisiront pas de disparaître dans l'ombre. Certains essaieront de réparer, à leur manière. Margot hocha simplement la tête. Alors fais-le, dit-elle. Où que tu sois envoyé, commence par là, pas pour nous, pour toi. Il eut un dernier sourire, plus humain que tous ceux qu'elle lui avait jamais vus dans leur vie commune. Puis il se dissipa, emporté comme une buée par un vent invisible. Sophie s'approcha. C'était lui, non? Oui et non. C'était ce qu'il aurait pu être sans la peur. Tu lui pardonnes? Margot prit un moment avant de répondre. Le pardon, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, dit-elle lentement. C'est refuser de laisser la blessure décider du reste de ta vie. Je ne lui dois rien, mais je me dois ça. À moi, alors, oui, autant que je le peux. La nuit tomba, enveloppant la pyramide d'un manteau de sons et de parfums. Les étoiles apparurent une à une, plus brillantes que dans les souvenirs d'avant. Peut-être que ce n'était qu'une impression. Peut-être que la convergence avait vraiment légèrement nettoyé l'atmosphère subtile autour de la planète. Ou peut-être que, pour la première fois depuis longtemps, des milliards de regards humains se levaient vers le ciel, en se demandant non pas « qu'est-ce qu'on peut en tirer ?», mais « qu'est-ce qu'on peut devenir ?» Margot s'assit au bord de la clairière, les genoux ramenés contre elle. Les jeunes souveneuses allumaient un feu, riaient à moitié, pleuraient encore un peu. Elles parlaient d'avenir, d'écoles secrètes, de livres à écrire, d'histoires à raconter, pour que cette vérité interdite ne retourne plus jamais entièrement dans l'ombre. Elle pensa aux spectateurs qui regarderaient un jour cette histoire racontée sous forme de vidéo, dans la lumière bleutée de leurs écrans, après une longue journée de travail ou d'ennui. Certains la prendraient pour une simple fiction, un divertissement de plus. D'autres sentiraient un frisson étrange monter le long de leur colonne vertébrale à certains passages, comme si quelque chose en eux reconnaissait ces mots. À cela, Margot aurait aimé pouvoir dire « Si à un moment tu as eu l'impression que cette histoire parlait de toi, ce n'est peut-être pas un hasard. Continue à te poser des questions. Continue à chercher dans ta propre forêt intérieure, même si elle fait peur. On ne s'y enfuit pas pour échapper à la douleur. On y entre pour y trouver la vérité. Et parfois, cette vérité a ton propre visage. » Elle ferma les yeux, écouta les battements multiples du monde, puis se laissa aller en arrière, étendue dans l'herbe tiède. Pour la première fois en 12 000 ans, elle s'autorisa à ne rien faire, à respirer, à ne pas porter, seule, le poids d'une humanité endormie. Le fardeau était désormais partagé. Quelque part, très loin au-dessus de la jungle, une petite fille regarda le ciel par la fenêtre de sa chambre et demanda à sa mère « Tu crois qu'on a déjà vécu avant ?» Sa mère sourit, hésita, puis, au lieu de répondre « Non », par réflexe, dit simplement « Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Et c'est dans ce genre de questions, discrètes, anonymes, semées dans des millions de foyers, que la véritable convergence commença vraiment.